Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, sujet facile mais sujet intéressant, c'est un peu le sujet qu'on a chaque année. On va parler du Ballon d'Or. La cérémonie de remise du Ballon d'Or aura lieu le 22 septembre, donc ce lundi. On va vous donner nos favoris pour chaque catégorie chez les hommes que je vous rappellerai évidemment. Et pour m'accompagner aujourd'hui pour cette vidéo, vous connaissez Guy-Ange Gaëtan. On vous a présenté Tiziano la semaine dernière. Je vous présente le petit nouveau Arnaud. Ravi de t'avoir aujourd'hui. Comment vas-tu? Salut Vincent, salut tout le monde. Bah écoute, ça va super et toi, comment ça va? Eh ben, ça va super. En tout cas, pour parler du Ballon d'Or, je suis en forme. Arnaud, t'as fait tes petites notes. On va bientôt Ouais. commencer. T'as tout qui est bon? C'est bon? Tout est noté? Normalement c'est ok, j'ai révisé, ça devrait aller, ouais. Allez, nickel. Donc on va bientôt commencer, mais avant cela, on va être honnête avec vous. On n'a pas énormément regardé le foot féminin cette année, mais promis, on va s'y mettre. Donc avec le peu que j'ai vu, et je me suis quand même pas mal renseigné pour pas dire n'importe quoi, je vais quand même vous donner mes prévisions pour les catégories féminines. Pour le club de l'année, on va avoir cette concurrence sur toutes ces catégories entre les clubs anglais et le FC Barcelone. Donc pour le club de l'année, j'ai quand même choisi Arsenal qui a gagné sa deuxième Ligue des Champions. Dans la dernière, c'était en 2006-2007 si je dis pas de bêtises. Donc il y a beaucoup de joueuses qui ont gagné l'Euro aussi, l'Euro féminin de cet été. Donc elles sont deuxième en première ligue et on aurait pu mettre le Barça qui l'a gagné l'année dernière. Mais à cause de cette défaite en finale, j'ai plutôt choisi Arsenal. Donc le club de l'année chez les féminines, je pense que ça sera Arsenal. La coach de l'année, on aurait pu aller sur la coach donc des Gunners, René Slegers, pour les mêmes raisons qu'on a évoquées sur le club de l'année, mais j'ai choisi Sarina Wegman pour sa victoire lors de l'Euro avec l'Angleterre. Donc c'est le deuxième Euro d'affilée pour la coach avec les Anglaises et le troisième au total car elle a gagné avec les Pays-Bas en 2017. Pour le trophée Yashin, donc la meilleure gardienne, j'ai mis Anna Hampton, gardienne de l'Angleterre, qui a été hyper décisif pendant le tournoi avec les matchs en quart demi-finale, donc la Suède, l'Italie et l'Espagne. Championne d'Angleterre avec Chelsea et demi-finaliste de la Ligue des Champions. Donc sa principale concurrente, je pense que c'était Katakol, la gardienne du Barça. Mais j'ai plutôt choisi Anna Hampton. Pour le trophée Copa, j'ai mis aussi une Anglaise, donc Michelle Aguemang, joueuse de Brighton la saison dernière. Je ne sais pas si elle a été transférée, mais je pense qu'elle a été gagnée, qu'elle va le gagner. Ça a été la super sub de l'Angleterre pendant cet Euro. Elle a été très décisive et sa principale concurrente, c'était donc la joueuse du Barça, Vicky Lopez, la joueuse espagnole, mais elle qui n'a pas fait un grand Euro, donc plutôt Michel Aguemang. Et pour le Ballon d'Or féminin, on a toujours les favoris du Barça, donc Putellas, Bonmati, qui ont fait de grandes saisons individuelles. Mais il y a clairement une ultra domination des Anglaises cette saison avec Arsenal et l'Euro. Et si les votes ne sont pas dilués comme cela peut arriver souvent lors de ces remises de trophées, je pense que peut-être Alicia Russo va remporter le Ballon d'Or. Elle a accumulé 25 buts, 9 passes décisives. Elle a l'Euro, la Ligue des Champions, deuxième du coup en Première Ligue. Elle est clairement favorite. Ou peut-être sa coéquipière Chloé Kelly, avec sa performance XXL à l'Euro. Elle aussi, elle a les mêmes trophées. Donc, peut-être une de ces deux joueuses. Dites-moi en commentaire, pour ceux qui suivent plus le football féminin, si je dis un peu n'importe quoi ou c'est plutôt cohérent. Dites-moi votre favori pour le trophée. Évidemment, là on est en train de le tourner, mais je vous mettrai toutes les nominées dans chaque catégorie. Petit hommage aussi à Sonia Bonpastor, coach de Chelsea, qui était nominée pour les meilleures entraîneuses, et Clara Matteo et Sandy Baltimore pour le trophée du Ballon d'Or. On va passer quand même au trophée masculin avec Arnaud. Et là aussi, dites-nous évidemment hein, vos choix en commentaire. Donc Arnaud, j'espère que tu es prêt et on va partir. Je vais reprendre mes petites notes du coup pour les trophées masculins. Et on va commencer tout de suite avec le club de l'année. Donc pour le club de l'année, on a en nominé le FC Barcelone, Botafogo, Chelsea, Liverpool et le Paris Saint-Germain. Donc Arnaud, dis-moi quel club tu as choisi. On va choisir le PSG cette année parce que bah, après une performance comme on a pu voir, c'est compliqué de choisir quelqu'un d'autre, une autre équipe, après une hyper domination de Manchester City, d'un Liverpool, d'un Real Madrid.
c'est au tour des Parisiens qui enfin ont pu réaliser franchement le 10 sur 10 qui était attendu depuis très longtemps, que ce soit au niveau du coach, de la gestion des joueurs, même à mon avis l'état d'esprit, la façon de s'entraîner, la vision carrément de l'équipe fait que, bah, cette année ça a été un sans faute pour les Parisiens et quand une équipe fait ça, à mon avis, pas grand monde peut arriver, au même niveau et tout logiquement, comme beaucoup de personnes, je pense le PSG, ouais. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Bon, le PSG, il y a seulement la Coupe du Monde des clubs qui leur est passée à côté. Sinon, ils ont gagné tous les trophées possibles. Donc, c'est comme tu l'as dit, c'était compliqué de mettre un autre club. S'il n'y avait pas le PSG, je trouve que les quatre autres, bon, à part peut-être Botafogo, je crois qu'ils ont gagné la Copa Libertadores. Ouais. T'aurais peut-être choisi qui sur les trois clubs, donc Chelsea, Liverpool, Barcelone. C'est un peu à peu près la même saison pour les autres clubs. Ouais, voilà, à choisir, ça se joue, je pense, entre le Barça et Liverpool, on en parlera, enfin, pour moi, au niveau du trophée Cruyff, parce que pour moi, les 2 coachs ont fait un travail, exceptionnel des 2 côtés, donc je pense que, ouais, ça se vaut entre, le Barça et Liverpool. On est plutôt d'accord. Chelsea qui est là, je pense que c'est plutôt. Bon, ils ont fait une bonne saison, mais grâce à leur victoire en Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, c'était peut-être pas la catégorie la plus qui nous intéresse le plus à chaque fois. On va partir sur Mmh. nos coachs de l'année, donc le trophée Johan Cruyff. Donc en nominé, on avait Antonio Conte, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca et Arne Slot. Déjà, Arnaud, je vais te demander ton numéro un qui paraît là aussi un peu évident. Je pense qu'on a le même. Et après, on parlera peut-être si on fait un top 3 des deux autres coachs qu'on va mettre. Qui était ton top 1, Arnaud? Copain, bah, encore une fois, hein, c'est vrai que Luis Enrique, on voit, difficilement un autre entraîneur se positionner en haut du classement. C'est le premier depuis très longtemps au PSG qui a su mettre en place ce qu'il voulait. C'est vrai que beaucoup de personnes l'ont beaucoup remis en question, dans ses choix, dans sa façon de s'exprimer, de répondre, aux médias, mais au final, il a fait un travail XXL. J'en profite pour, dire les personnes qui n'ont pas vu le reportage en début de saison, vous ne pouvez pas comprendre. Je pense que c'est, encore plus sympa de le voir, après la saison pour, vraiment essayer de d'être en immersion avec ce coach qui est, à mon avis, très, et ouais, en avance sur beaucoup, sur sa façon de faire et même si voilà, ça n'a pas toujours été le cas, mais non, non, Luis Enrique à 100% a su gérer un vestiaire comme le PSG, qui a souvent posé problème, qui a jamais été déstabilisé à tous les niveaux, qui a non, à mon avis, su fédérer aussi une équipe qui, enfin, on a vraiment ressenti une osmose au sein du Paris Saint-Germain. Donc ouais, non, Luis Enrique avec, cette couronne sur la tête en toute fin de saison avec cette Ligue des Champions qui était attendue et même plus forcément, si attendu que ça parce que c'est vrai que le PSG était le grand, outsider chaque année en tombant en quart, etc. Et non, non, cette année, ça a été. On a su très tôt qu'en fait, c'était le gros client de cette année pour la finale. Donc Luis Enrique, évidemment, c'était le favori pour ce trophée. Donc, comme tu l'as dit, hein, déjà la saison dernière, on pensait qu'avec le départ de Kylian Mbappé, ça allait être plus compliqué pour le Paris Saint-Germain. Il a réussi à mettre en place, il a fait de Ousmane Dembélé quand même un buteur prolifique. Il a mis pas mal de choses en place, il a trouvé son 11. Le choix de mettre peut-être un Barcola sur le banc à la mi-saison, de donner plus de confiance à Désiré Doué. Enfin, il a fait pas mal de choses et pareil, vu que il a un peu tout gagné comme trophée, il a réussi à imposer son jeu et en plus du beau jeu quand même. Donc je pense que Luis Enrique est notre numéro un. Si on devait faire un podium, quels sont les deux coachs que t'aurais mis, Arnaud? Ben, mon numéro 2 j'aurais pensé à Arne Slot, parce que c'est vrai que pareil, là, héritage pas évident, il reprend pas le meilleur des Liverpool, mais quand même un club historique avec un Jurgen Klopp qui a quand même passé 9 ans au club, depuis 2015 si je dis pas de bêtises, et c'est vrai que en presque 10 ans, il s'en passe des choses dans le football, dans un vestiaire, etc. Et puis même aux yeux des supporters, je pense qu'un club comme Liverpool, ça doit être très compliqué de voir son chouchou, quoi, son coach préféré s'en aller. Et c'est vrai qu'il a su reprendre de suite le flambeau et de la meilleure des manières, même malgré un petit début de saison compliqué. Si je me rappelle bien, ça a pas, ils ont mis un peu de temps à trouver, à tout remettre en place, mais c'est vrai qu'Arne Slot a su reprendre le club comme il fallait. Ouais, Ok, reste sur ta lancée, ton troisième donc. ouais mon troisième, bah, du coup, Hansi Flick, un peu pour les mêmes raisons. C'est vrai que le Barça, bah, ce grand club qu'on aime tous, mais qui, depuis pas mal d'années, a du mal à retrouver
le niveau, le standing qu'il avait il y a quelques années. Et c'est vrai que là, voilà, on a de nouveau vu des individualités, une équipe avec voilà, des super matchs, un super football, et de nouveau un Barça qui fait peur sur le plan européen, et qui se contente plus juste de sortir des poules, et on verra, avec beaucoup de mauvaises performances par le passé. Là, c'était génial de les voir à ce niveau, et avec une attaque qui en a fait rêver plus d'un, même à milieu de terrain, on n'en parle pas assez, Pedri, c'est exceptionnel. Puis l'attaque, un Rafinha qui est devenu top attaquant, un Yamal et évidemment un Lewandowski, même en fin de carrière, qui a su en planter pas mal. Ouais, donc tu nous mets Arne Slot 2 et Hansi Flick 3. Alors Exact, ouais. moi je changerais plutôt, je mettrais Hansi Flick en 2 quand même, parce que Arne Slot, il a quand même récupéré l'ossature de Jürgen Klopp, c'est quasiment Jürgen Klopp qui gagne. Allez, on va pas dire que c'est Jürgen Klopp qui gagne cette première ligue, mais il y a un gros travail qui a été fait. Lui, il a su bien rentrer dans ce moule de Liverpool et les faire jouer. Donc je mettrais plutôt Hansi Flick. Donc avec les arguments que tu as donnés, il a réussi à remettre un peu de l'enthousiasme au Barça, où il en manquait beaucoup. Le passage de Xavi, il a été bon, mais il y a un peu un truc qui manquait dans ce Barça. Lui, quand même, il nous a enthousiasmé. Tu l'as dit, Rafinha, moi, Passionnant. je pensais pas que ça allait devenir ce genre de joueur. Donc, plutôt Hansi Flick et pour cette grande demi-finale, quand même, même si il a perdu contre l'Inter Milan, je pense que je pense qu'il a fait du super boulot, donc je mettrais plutôt Hansi Flick en 2 et Arne Slot en 3. Et après, Antonio Conte, il est là grâce à son titre avec le Napoli. Et Enzo Maresca, je pense que c'est les mêmes arguments qu'avec Chelsea, c'est grâce à leur trophée en Coupe du Monde des clubs. Donc voilà. Donc pour les coachs, on a dit donc on donnerait notre trophée à Luis Enrique. Si nous allons sur le trophée Yashin, donc en nominé, nous avons Alison Baker, Yacine Bonou, Lucas Chevalier, un Français, Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma, Emiliano Martinez, Yann Oblak, David Raya, Matt Sells et Yann Sommer. Donc là, est-ce que Arnaud, tu peux nous donner donc ton top 3 en commençant par le troisième et après on ira vers le gagnant de ce trophée. Ça marche. Bah, top 3, moi j'ai beaucoup hésité entre David Raya, qui je trouve depuis 2 saisons est vraiment exceptionnel. C'est vrai que sur le papier, c'est pas le gardien conventionnel très grand, mais voilà, c'est fort, c'est assez fort au pied, je trouve. Même si c'est pas le plus grand, voilà, des réflexes, une détente, une vision du jeu, une anticipation assez hors norme. Mais j'ai quand même choisi Lucas Chevalier, Cocorico, j'aurais tendance à dire, parce que c'est vrai que voilà, un Français, après Mac Maignan, bah, je pense que ça va être Chevalier. Et puis voilà, il le confirme avec ce mercato. Le PSG lui fait confiance. Non, non, une super saison avec Lille, où il a été beaucoup sollicité. Mais voilà, top 3 je dirais Lucas Chevalier. Top 2 Alisson, qui, voilà, après une saison dernière assez compliquée, même cette saison, enfin avec les blessures évidemment, cette saison il la commence pas. Donc l'intérim a été assuré assez bien, ce dont je me rappelle. Mais voilà, après il a repris la main de numéro un et il a vraiment tenu la baraque. Je pense que ça parle à beaucoup de monde si je parle de la double opposition contre le PSG. Il a été sensationnel. Enfin, c'est là où on voit que un gardien sur un match peut vraiment jouer une qualification. Donc voilà, des performances comme ça, après un ventre mou aussi long, je pense qu'Alisson mérite la deuxième place. Et puis première place, ben, encore une fois, on va pas faire dans l'original, mais le PSG encore peut prendre le trophée avec Gianluigi Donnarumma qui, bien que décrié depuis très longtemps, critiqué, parce que voilà, en France on a la critique facile. Donnarumma, c'est un crack depuis ses 16 ans, on l'annonce comme depuis très longtemps comme un très grand gardien. Mais voilà, cette année, je trouve qu'il a été enfin ce gardien rassurant, serein, même si c'est pas le meilleur au pied. Dans la relance, on l'a souvent vu assez fébrile. Je trouve qu'il a enfin été rassurant avec voilà, de nombreuses interventions. Et non, non, voilà, un peu plus ce rôle de taulier. Et on a hâte de le voir à Manchester City cette saison. Ouais. Mais ouais, je suis d'accord. Pareil, là, je changerais peut-être ton 2 et ton 3 moi, pour mon petit Ouais, classement. Même pas, je mettrais pas Chevalier, pardon. Chevalier, je pense qu'il a fait une bonne saison, ouais, qui monte petit à petit. Mais je mettrais Alison Baker en 3 pour les mêmes raisons. ouais. S'il va plus loin en Ligue des Champions, bah, peut-être que c'est peut-être lui même le meilleur gardien de la saison. Mais ouais, sa double confrontation contre le Paris Saint-Germain.
Il fait deux super matchs et en général, il fait quand même une bonne saison. Si Liverpool ils gagnent la première ligue, c'est aussi en partie grâce à lui. Mais je mettrai Alisson Baker en 3. En 2, je mettrai quand même Yann Sommer pour la grande saison de l'Inter, même si au final, il gagne pas la Serie A, il gagne pas la Ligue des Champions. En Ligue des Champions, je crois qu'il a des stats, hormis avant la double confrontation contre le FC Barcelone. Je crois qu'il a un taux de clean sheet et d'arrêt assez impressionnant. Et même contre le Barça, il prend 6 buts, mais il est hyper décisif. Donc voilà, le gardien suisse, je le mettrais peut-être en 2. Il a quand même fait une très très grosse saison. Bon, il en prend 5 en finale de Ligue des Champions. Un peu dur pour lui, mais bon, c'est plutôt l'Inter qui a coulé, c'est pas vraiment lui. Ouais. Donc voilà, et après en numéro un évidemment, Gianluigi Donnarumma c'est un peu la saison du Paris Saint-Germain à partir de ce match contre Manchester City. Ouais. Tous ont step up, dont lui. Pareil, double confrontation contre Liverpool. Alisson Becker, il fait deux beaux matchs. Ben lui, alors sur le match aller, on peut peut-être critiquer qu'il n'arrête pas ce but de Harvey Elliott. Mais après, sur On a le été but. très dur, ouais, sur. T'as raison, on a été très dur pour moi sur cet arrêt pas fait parce que du match, il a quasi rien à faire, quoi. Il a quasi rien à faire. La frappe d'Eliott est loin d'être dégueulasse. Si je dis pas de bêtises, il y a même un rebond. Enfin, voilà, on a été un peu dur, mais il a su répondre de façon énorme, quoi, sur le retour. Ouais, bah sur le retour, voilà, il fait un très gros match. Il arrête un ou deux pénaltys. Donc voilà. Et après, sur la suite, bah, il a été hyper décisif hein, contre Aston Villa. Euh, donc voilà, je ne vais pas en dire plus, mais voilà, en plus là, il vient de signer, donc il vient de quitter le Paris Saint-Germain pour signer à Manchester City. Donc à voir ce que ça va donner, mais ouais, trophée Yashin. Gianluigi Donnarumma, petite surprise quand même avec le Madsels dans les nominés, j'avoue que je m'y attendais pas à Ouais. celle-là. Mais en plus, il a fait plutôt une bonne saison, donc voilà. Mm. Pour le trophée Copa, donc le meilleur joueur de moins de 21 ans, on a en nominé Ayoub Bouhadji, Poko Bercy, Désiré Doué, Estevao, Dean Huysen, je pense que je le prononce bien, Miles Lewis Kelly, Rodrigo Mora, Joao Neves, Lamine Yamal, Kenan Yildiz. Le numéro un Arnaud, je pense qu'on est d'accord, ça va être l'homme à la teinture et qui fait beaucoup parler en ce moment. Donc Lamine Yamal, je pense il a pas trop de concus, évidemment. T'es d'accord avec moi déjà? Hein, je dis pas. Ouais, on va beaucoup en parler sur le top 3 du Ballon d'Or, mais c'est vrai que la Yamal, c'est exceptionnel. Ça fait du bien de nouveau d'avoir ce joueur frisson, ce joueur spectacle qui est capable de tout. Et comme tu dis, ouais, voilà, c'est l'homme à la teinture. On a du mal à croire qu'il est espagnol. On va le voir jouer à la tête comme ça. Pour moi, c'est un Brésilien. Donc non, non, c'est énorme et ça annonce de grandes choses dans le bien comme dans le mal. Mais on a besoin de ça dans le foot. C'est ça qui nous fait aimer ce genre de joueur. Ouais. Oui, c'est ça. En plus, la saison d'avant, il a son explosion. Là, cette saison, à l'âge qu'il a, la maturité quand même dans le jeu, on l'a vu avec Ouais. l'Euro en 2024. Ouais, 2024, oui. Donc voilà, je pense que c'est l'ultra favori qui va le gagner. Sur notre top 3 qui t'aurais choisi, toi, à part Lamine Yamal en premier? En deuxième, je positionne sur Doué, même si j'ai un peu hésité avec la troisième place. Mais c'est vrai que Désiré Doué, c'est pour moi, pareil, encore un profil super jeune, mais qui est encore déjà très mature, très intelligent. On parle de lui, bon, on n'est pas dans les vestiaires, on n'est pas chez lui, mais apparemment une hygiène de vie irréprochable. C'est vraiment déjà un athlète de très très haut niveau. Pas de, comment dire, c'est pas une personnalité qui va poser de soucis. S'il joue pas, c'est ok. S'il rentre, s'il sort, c'est ok. Et voilà, à chaque fois qu'on l'a vu jouer, c'est voilà, dans le sens du jeu. Et puis, quand il prend l'envie de faire un exploit individuel, il nous impressionne. Donc, je pense que voilà, c'est de très belles années encore, mais voilà. Pas encore au niveau de la Yamal, parce que là, on parle d'un phénomène, mais Désiré Doué, c'est quand même quelqu'un qui mérite ce podium et qui, à l'avenir, voilà, fera partie peut-être des top 10 mondiaux, parce que c'est impressionnant. Et numéro 3 même si voilà, on aurait pu le mettre numéro 2 pour moi, João Neves, qui depuis, voilà, même à Benfica, même si c'était pas la même cadence, pas les mêmes équipes, pas le même niveau, avec le championnat portugais, mais c'est vrai que João Neves dans le jeu, c'est impressionnant, ça sait tout faire, ça sait défendre, ça sait aller de l'avant. On a vu le triplé il y a 3 semaines en Ligue 1.
D'accord. Enfin, non, non, c'est génial, cette nouvelle génération de milieu de terrain qui sait aller de l'avant, qui sait finir, qui sait, voilà, c'est une palette technique impressionnante. Donc voilà, numéro 3, João Neves, avec encore une fois de très belles années à venir. Ouais, évidemment, que tu disais sur Doué, il est déjà comparé un peu dans cette maturité à Kylian Mbappé. Donc ouais, Désiré Doué. Lui, pareil aussi, au début de saison, on l'a pas trop vu, on savait pas trop comment l'utiliser. Et à partir de ce deuxième match contre Liverpool, il fait Mm. un très gros deuxième match, il prend la place de Bradley Barcola quand même, qui faisait une belle saison quand même. Donc voilà, et après il a cette montée en puissance avec l'apothéose, sa finale quand même de Ligue des Champions où il met doublé. Ah, Donc c'est un peu compliqué j'avoue, de le sortir en deuxième position. C'est le meilleur dans cette liste, hormis Yamal évidemment. Après, est-ce que Joao Neves, j'avoue que je serais sur Joao Neves aussi, hein, vu la saison qu'il a fait avec sa doublette Vitinha. Euh, je pense qu'il est top 3 peut-être que Pau Bercy, avec la défense du Barça qui est peut-être des fois un peu, comment dire, qui a des trous d'air, tout ça. Lui, il a fait plutôt une grosse saison avec un poste qui a besoin t'as besoin quand même de pas mal de maturité. Lui, il est très jeune, donc peut-être lui dans ce troisième bis ou quatrième en tout cas. On aurait pu le citer. Après, sur les autres, Kenan Yildiz, bon, la saison de la Juve, elle est pas énorme. Lui, c'est le seul qui sort du lot un peu. On a Estevao quand même qui a signé à Chelsea. Donc on voit sur ce début de saison qu'il est plutôt intéressant. C'est que les votes, ils ont été finis avant. Donc, enfin, qu'ils ont clos les votes avant le début de saison. Je sais plus exactement la date, mais je pense pas qu'il sera sur ce podium. Mais lui, c'est quand même un joueur à surveiller, je pense. Et bon, petite dédicace à la Ligue 1 quand même avec Ayoub Boadi. ouais, Donc voilà. d'accord. Euh, donc, euh, donc, voilà pour notre top 3. Donc évidemment Yamal, on a dit Désiré Doué et Joao Neves. Ouais, Ça fait beaucoup de paris et on va le ouais. voir. Non, On va le voir dans cette liste pour du coup le trophée du Ballon d'Or. Donc, je vais vous citer les 30 nommés. Donc, on a Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Denzel Dumfries, Serhou Guirassy, Victor Gyökeres, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Harry Kane, Vicha Kvaratskhelia, Robert Lewandowski, Alexis McAllister, Lautaro Martinez, Kylian Mbappé, Scott McTominay, Nuno Mendes, Joao Neves, Michael Olise, Cole Palmer, Pedri, Rafinha, Declan Rice, Fabian Ruiz, Mohamed Salah, Virgin van Dijk, Vinicius Junior, Vitinha, Florian Wirtz et Lamine Yamal. Donc déjà à noter quand même qu'on a 9 Parisiens. Il manque juste énorme. Marquinhos et Pacho pour les 11 titulaires en tout cas de ce Paris Saint-Germain. On a 4 Français, Michael Olise, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Euh, Déjà, petite question Arnaud, avant de parler de notre favori. Est-ce que tu penses qu'il y a peut-être un oublié dans cette liste ou on en parlait juste avant de commencer l'émission, mais moi j'en ai pas. En fait, je vois des joueurs, je sais pas si je les aurais mis dans un peu, par exemple, Alexis McAllister ou Cole Palmer. Je sais pas forcément si je les aurais mis dans cette liste de 30. Je trouve qu'il manque quand même de défenseurs, cette liste. Oui, Euh, énormément. on parlait de cette liste, enfin de ces joueurs du Paris Saint-Germain. Ils nous ont mis 9 joueurs, ils ont pas mis Pacho. Là aussi, je les trouve. Bon, est-ce qu'il fallait en mettre 10? Je ne sais pas. Est-ce que toi, tu as peut-être un nom ou pas du tout qui a été oublié? Ouais, c'est vrai que comme ça, c'est compliqué de. Parce qu'il faudrait comparer avec les 30 derrière, mais c'est vrai que maintenant, voilà, on le sait, ça fait très longtemps que le Ballon d'Or est devenu un trophée voilà, plus facilement attribué, décerné à un joueur offensif. C'est pour ça que voilà, depuis peu, on a le trophée Yashin, parce que c'est vrai que le défenseur, le gardien, ça passe maintenant au second plan. Donc ça se comprend, même si ça fait râler, parce qu'un défenseur, ça fait partie du 11. Mais c'est vrai que comme ça, je vois pas de gros scandales. En fait, voilà, c'est vrai qu'un Marquinhos aurait sa place, un Pacho aussi. Après, je suis sûr qu'on en oublie beaucoup, mais voilà, même un Declan Rice, pourquoi pas. La saison d'Arsenal n'est pas mauvaise, mais s'il n'y a pas ce double coup franc, est-ce qu'on le met? Je sais pas. C'est vrai que je sais pas. Ok, bon, après en soi, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a un Serhou Guirassy qui fait une grosse saison qui n'était pas il y a 2 ans. Donc lui, ils l'ont mis dans cette liste. Après, voilà, si vous avez des idées, dites-nous en commentaire, hein. J'avoue que je vois un peu les joueurs qu'on pourrait enlever. Après, qui mettre à leur place,
Je sais pas trop. Mais on va prendre donc cette liste des 30 nommés et donc faire notre top 3. On va commencer par le troisième. Dis-moi qui t'a mis en troisième, Arnaud. Ouais, je vais pas me faire des amis, je pense, et on va me traiter de parisien, mais moi je mettrais Lamine Yamal. J'explique de suite pourquoi ou je te Ouais, laisse ouais, dire le tien? non, vas-y, explique-nous directement pourquoi, Ouais. parce que moi je pense que j'ai pas mis Yamal en top 3, Ouais. donc voilà. J'ai longtemps hésité, pour moi c'est vrai que la place numéro 2 est méritée. Mais c'est vrai que voilà, un gars qui a 17 ans, qui en montre autant, c'est triste, hein, c'est la loi du foot, mais on en attend déjà mieux. Bah, c'est vrai que voilà, des stats assez correctes, voilà, 62 matchs, 21 buts, 26 passes D, c'est super équilibré. Il a fait lever des foules toute la saison. Ça a été vraiment, c'est à mon avis c'est peut-être la comparaison est peut-être pas bonne, mais c'est vrai que peut-être le nouveau Neymar, c'est génial de le voir tenter, on n'est pas sur ce joueur de maintenant super conventionnel, voilà, tactique, tactique, non. Ça fait du bien de voir un mec éclater et s'amuser surtout sur le terrain, tenter des choses. Mais c'est vrai que voilà, il a beaucoup, beaucoup de temps de jeu. C'est vrai qu'en championnat, c'est 90 minutes quasi tous les matchs. Donc voilà, quand on prend un peu de recul, 62 matchs, que 21 buts, même si c'est déjà un match sur trois à mettre au fond des filets, c'est loin d'être mauvais. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, peut-être de ballon d'or, euh, on en attend peut-être un peu plus, mais de toute façon, on se fait pas de soucis. À 17 ans, faire ça, c'est déjà stratosphérique. Et à mon avis, ce top 3, il est pas prêt de le lâcher, à moins de gros pépins physiques. Mais voilà, top 3, même si c'est un peu sévère. Mais de toute façon, il n'y a pas de problème pour la suite, hein. Il ira bien plus loin rapidement, ouais. Ouais. Est-ce que tu as pris en compte que, possibement, comme on l'a dit sur les trophées féminins, vu qu'il y a beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain, les votes soient dilués ou tu as juste fait par rapport aux performances? Bah, j'ai fait par rapport à moi, mais je pense que tu as tout à fait raison. Parce que c'est vrai que le Paris Saint-Germain, comme tu dis, c'est 9 joueurs. En fonction des votants, c'est vrai qu'il y en a un pour l'attaquant, pour le milieu. Je pense à Hakimi aussi. Il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir voter pour lui, le mettre en avant. Donc, est-ce que Yamal peut en sortir gagnant de cette situation? Ouais, je pense que tu as raison. Ça peut être un facteur à prendre en compte. Ok. Alors moi, pour mon top 3 quand même, j'ai encore choisi un Parisien. Je vais plutôt sur Achraf Hakimi que Vitinha, parce que c'était un peu... Donc on a le joueur du Paris Saint-Germain qui est favori, on le citera après, mais il y en avait deux autres. Enfin, il est en discussion avec d'autres Parisiens, donc on a Vitinha et Hakimi qui ressortent le plus. Moi, je partirais sur Hakimi parce que déjà, en tant que latéral, j'ai trouvé qu'il a fait une saison incroyable, très peu blessé, toujours hyper actif. Bon, il a quand même réglé ses deux, trois problèmes de défense qu'il avait auparavant, mais honnêtement, il a été plutôt injouable. En fait, je ne lui trouve pas vraiment de défaut à Hakimi sur cette saison. Et on voit qu'il est peut-être reparti sur les mêmes standards pour la saison prochaine. Déjà, avant d'être au Paris Saint-Germain avec l'Inter, il faisait des grosses saisons. À Dortmund aussi, il a été un très gros latéral. On sait que en plus, les latéraux pistons, on a du mal à de plus en plus en trouver des de très très haut niveau. Et donc lui, avec sa saison, je trouve qu'il a été plutôt très fort. Je le mets à la place de Vitinha parce que Vitinha, je trouve que alors, il a fait une super saison lui aussi, en plus avec le Portugal, tout ça, mais il y a quand même comment dire, ce milieu de terrain du Paris Saint-Germain qui est hyper homogène, donc avec Joao Neves et Fabian Ruiz. Je trouve qu'il est. Alors, lui, c'est celui qui en ressort le plus, mais ouais, je partirais plus sur un Achraf Hakimi. Pour ton top 2 de ce ballon d'or, tu mets qui, Arnaud? Bon, bah, t'as déjà tout dit. Voilà, moi j'ai un peu hésité, comme toi, avec Vitinha. Mais c'est vrai qu'Hakimi, c'est impressionnant. Là, j'ai un peu récupéré les statistiques de la saison de notre top 3 parce que bon, voilà, on se doute du premier maintenant. C'est celui qui a le plus joué, comme tu dis, infatigable, pas de blessure. Et puis, je sais plus quel terme tu as utilisé, mais c'est vrai que c'est impressionnant, hein, de faire des revenir. Ouais. Il a été énorme. Voilà, c'est 60 matchs, 12 buts, 17 passes D, à chaque fois présent et 90 minutes, juste en, en fin d'année 2024. Avec le Maroc, à chaque fois, voilà, c'est un match entier dans les jambes et un retour au PSG en pleine forme. Donc voilà, enfin, même si on sait que maintenant on a plus tendance à aller de l'avant, c'est vrai que c'est un des révolutionnaires du poste de latéral. C'est vrai qu'on demande de monter maintenant, mais autant il faut en être capable. Donc non, non, grand coup de chapeau à Kimi, qui est un des plus grands, comment dire.
des pièces maîtresses du PSG et qui va rester, à mon avis, une référence de latéral droit pendant très 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 longtemps dans le football. Ok. Donc toi, t'as mis Hakimi en 2, c'est ça? Hakimi deuxième, ouais. Ok. Moi en deuxième, bah, je pense que j'ai mis Lamine Yamal. Voilà, en fait, pour les raisons que tu as citées, moi je le mets top 2 parce que ce joueur frisson, la ressemblance avec Neymar, elle est pas mal. Mais ce pied gauche incroyable. euh, et après, il a gagné énormément de points avec cette demi-finale où il est quand même injouable. Avec l'Espagne, c'est peut-être lui le leader de l'Espagne actuellement, quasiment. Enfin, après, c'est à discuter ça, mais quand même, c'est un sacré joueur à son âge. Et j'avoue que, comme tu l'as dit, joueur frisson, tout ça, c'est compliqué. Moi, j'aimais bien Rafinha, euh, mais, Ouais. euh, mais voilà, je pense et en plus, il a plus de stats Rafinha. Mais, euh, mais voilà, dans le rendu, le visuel, voilà, je pense que Lamine Yamal, il a gagné énormément de points. Et donc voilà pourquoi je le mets deuxième. Et donc notre top 1, à part si tu nous as fait une énorme surprise. Pas de euh, surprise, non, je pense que c'est compliqué d'en mettre un autre. Ouais, non, non, je pense qu'on a le même. Ousmane Dembélé, je sais pas si tu veux commencer Vas-y, ou si vas-y, j'attaque. je te laisse commencer sur Ousmane Dembélé. Donc évidemment, moi aussi, c'est mon top 1. Pourquoi tu l'as mis en numéro 1? Il y avait cette... Alors, avant de détailler, il y avait quand même... on parlait beaucoup de Yamal ou Dembélé. Donc toi déjà, tu nous as mis Yamal en top 3 et Ousmane Dembélé. Donc pourquoi tu nous as mis Ousmane Dembélé en numéro 1? Bah, tout simplement parce que je pense que beaucoup, je sais pas si toi c'était ton cas, mais moi un petit peu, son transfert au PSG, je l'ai un petit peu vu comme une forme d'abandon de cette montée en puissance, d'essayer de devenir le joueur qu'on attendait tous, parce que c'est vrai qu'il n'a pas été épargné par les blessures. Au Barça, ça a été très compliqué. Donc voilà, moi j'ai eu un peu peur de cette signature au PSG, en me disant, bah voilà, c'est peut-être déjà le début de la fin pour lui. Puis en fait, il nous a tous fait fermer nos bouches. Numéro 9, on le connaissait à droite, mais là, numéro 9 de folie. On lui demande depuis très longtemps de marquer. Bah là, ça a été le cas. C'est 60 matchs, 37 buts, 16 passes décisives. Un positionnement dans l'axe qui a été plus que réussi. Malgré un début de saison où Luis Enrique n'a pas été super tendre avec lui. Il l'a pas forcément fait jouer, fait démarrer beaucoup en championnat. Il est plutôt rentré. Puis même tout au long de la saison, ça n'a pas été le joueur le plus utilisé du PSG. Mais à chaque fois qu'il est rentré, qu'il a commencé, ça a été hors norme. On en parlait un peu avant l'émission. J'aime bien aller jeter un œil au stade pour, des fois, on voit des choses qu'on n'a pas tendance à voir, mais c'est vrai que comparé à Lamine Yamal, Dembélé sur la saison, c'est 1000 minutes de temps de jeu en moins, soit 11 matchs à peu près, pour des stats qui sont au-dessus. Donc je ne sais pas si c'est la gestion qui a été bonne ou si c'est lui qui est vraiment décisif. Mais non, non, impressionnant à tous les niveaux de compétition, malgré le début compliqué en Champions League. Après, bah, ça a été pour moi comment dire, la cible à abattre pour les adversaires. C'est vrai que l'attaque du PSG est impressionnante, mais un Dembélé qui sait se procurer des occasions, qui est capable aussi de gagner des pénaltys, et puis maintenant qui est capable de finir, que ce soit en club ou en équipe de France, pour moi c'est indiscutable. C'est génial d'avoir ce joueur qui plus est français à ce niveau-là, et grand coup de chapeau, parce que c'est vrai que jusqu'à là, on avait plus tendance à le voir en déclin qu'autre chose. Ouais, exactement. Après le Ballon d'Or de Karim Benzema, je m'attendais pas à revoir un Français tout de suite dans ce top du Ballon d'Or. Comme tu l'as dit, sur son arrivée au Paris Saint-Germain, alors moi, au contraire de toi, j'étais plutôt hypé. Ok. Je me souviens quand on regardait les matchs du Paris Saint-Germain, pour ceux qui parient un peu, à chaque fois, moi, je le mettais buteur parce que je pensais qu'il allait tout éclater dès le début. Et au final, sa première saison, on va pas se mentir, on est tous déçus. Il met très peu de buts, il est très peu décisif. Il joue à droite, il y a toujours Kylian Mbappé quand même qui, euh, qui touche beaucoup de ballons, donc pour s'exprimer, c'était peut-être différent aussi. Mais et ouais, sur la deuxième saison, bah, en fait, au final, on s'attendait à plus grand-chose. Bon, enfin, Mm. celui qui imaginait la saison de Dembélé à plus de 33 buts, je crois, j'ai pas les stats. Ouais, 37. 37 37 cette buts. année, ouais. Donc voilà, honnêtement, on s'y attendait pas. Replacé en numéro 9, alors là, encore moins. Après, Enfin, pour moi. c'est dans un système Luis Enrique, donc c'est différent. Mais
on l'a vu défendre. Pareil, son début de saison, quand même, comme tu l'as dit, il est un peu compliqué. Contre Arsenal, je crois que Luis Enrique le fait pas jouer, ou en tout cas le met sur le banc. Et après, il y a ce déclic avec ce match de. Alors lui, c'est un peu avant, c'est à Manchester City, où vraiment sa saison change du tout au tout, pardon. Donc voilà, Dembélé avec autant de stats en numéro 9. En plus, il y a cette image qui est ressortie lors de la finale de Ligue des Champions où il a avec quand il défend, qu'il est devant la surface, il a presque la bave aux lèvres. Donc voilà, Oui, c'est le exact. Ousmane Dembélé Mmh. qu'on attendait. En plus, qui maintenant a compris comment cadrer, épargné par les blessures aussi. Oui, Faut le waouh. dire qu'au Mmh. Barça, il a eu. Là, on le voit en début de saison et peut-être en fin de saison dernière, peut-être sur la Coupe du Monde des clubs, je crois qu'il a une ou deux blessures. Donc voilà, on espère que ça va le laisser tranquille pour cette saison aussi. Mais ouais, Ousmane Dembélé en favori, déjà parce qu'il est français, c'est cool. Mais ouais, pour récompenser en tout cas la saison du Paris Saint-Germain et la sienne, parce qu'il revient, ouais, on va dire de loin, même s'il jouait au FC Barcelone et que voilà, il a quand même fait une ou deux bonnes saisons. Mais là, de le voir à ce niveau, plutôt impressionnant. Donc ouais, Ousmane Dembélé. Je pense qu'on a fait le tour, Arnaud, de ces trophées du Ballon d'Or. Est-ce que peut-être tu voulais rajouter quelque chose qu'on a oublié sur les autres trophées? Ou Pas il y a... forcément, il y a juste quelque chose qui m'est revenu en tête quand on parlait de Désiré Doué pour le trophée Copa. C'est vrai qu'on a parlé du coup de. Il a détrôné Barcola, mais à la mi-saison, avec l'arrivée de Kvaratskhelia, on oublie ça aussi. C'est vrai que ça fait de nouveau de la concurrence, pas des moindres, parce que c'est un joueur de football extraordinaire. Mais encore une fois, dans le comportement et dans la façon de travailler, à mon avis, ça en dit beaucoup, parce que malgré cette arrivée à l'hiver 2025, ça lui a pas fait peur. Au contraire, peut-être que ça l'a poussé. Donc voilà, il y a juste ce petit facteur qui me fait encore plus dire que ce gars, attention, attention. Ouais. Alors ouais, bah, j'ai quand même mis le maillot pour la vidéo pour rendre Ouais, hommage à cette grande saison du Paris Saint-Germain. Je le remettrai pas souvent, je vous mens pas. Mais en tout cas, c'était une très très grande saison du Paris Saint-Germain. On attendait un nouveau club, gagner la Ligue des Champions après l'Olympique de Marseille, tout ça. Il y a eu beaucoup de déconvenus. Il y a eu aussi, on pense quand même à tous ceux qui sont passés par le Paris Saint-Germain sous l'ère Qatar. Voilà, Presnel Kipembe, Marco Verratti, ils ont pas réussi à aller la chercher. Cette fois-ci, cette équipe du Paris Saint-Germain a réussi à la gagner. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont omniprésents dans tous nos trophées. Ben, je pense que Arnaud, on a fait le tour. Merci d'avoir été là. On espère te retrouver bientôt sur une prochaine vidéo. Mais merci à merci à toi. toi, Arnaud. C'était super sympa en tout cas. Et maintenant, voilà, au moment où on tourne la vidéo, ce soir la Ligue des Champions reprend. Donc voilà, on clôt ce chapitre 2024-2025 et on attend cette grande saison avec voilà, le retour de la Champions League, la Coupe d'Afrique des Nations et l'été prochain, on a hâte, on a tous hâte, ce nouveau format de Coupe du Monde. Ouais, exactement, en plus, avec la CAN aussi. Donc c'est super. Donc je vous rappelle, la cérémonie du Ballon d'Or, c'est le 22 septembre, donc ce lundi. Vous pouvez me suivre, évidemment, nous suivre sur les réseaux sociaux, @trickfr, sur TikTok, Instagram, X, Snapchat, même le Discord. Donc voilà, et on vous dit à plus tard. On a cette semaine la vidéo Farmer Streak pour le retour de la Ligue 1 qui est sortie, donc n'hésitez pas à aller la voir. La vidéo sur l'équipe de France aussi, qu'on a fait pendant la trêve avec Tiziano. Et il y a plein de choses qui arrivent. Ben, je vous dis à plus tard. À plus.